Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. En cette journée mondiale de la couverture sanitaire, nous allons braquer les projecteurs sur le chantier royal de la généralisation de la couverture sociale pour tous, un chantier social qui creuse son sillon. Il bénéficie jusqu'ici à plus de 23 millions de personnes, l'un des fondamentaux de l'État social. Les droits des femmes, un long chemin a été parcouru par le Maroc. Le Royaume ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La révision du Code de la famille sous haute directive de Sa Majesté le roi Mohammed VI permettra la consolidation de ces droits. Des avancées mises en avant à Genève lors de la réunion de haut niveau commémorant le 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Bonsoir, je vous disais en titre, nous célébrons aujourd'hui, 12 décembre, la journée mondiale de la couverture sanitaire. Au Maroc, tout un programme a été engagé pour une couverture sociale pour tous. Un chantier royal d'envergure, le premier du genre en Afrique d'ailleurs. Il a été lancé par le souverain, souvenez-vous, en 2021. La généralisation de la couverture sociale est d'ailleurs même l'un des piliers de l'État social dont le Maroc ne cesse d'asseoir les fondements. Et depuis son lancement, plus de 23 millions de personnes en bénéficient. Une avancée considérable dont se réjouissent les citoyens, comme nous allons le voir tout de suite dans ce reportage réalisé à Casablanca par Fatima Omrar, Mohamed Chikir, avec un commentaire d'Oumé Marabli. C'est une visite de routine pour cette trentenaire. Elle a quelques petits problèmes de santé. Cette visite médicale est donc un impératif. Depuis son affiliation au régime AMO, elle ne rate plus aucun de ses rendez-vous. Je suis très soucieuse de mon état de santé. C'est très important à mes yeux de répondre présent à tous mes rendez-vous. Avec la généralisation de la couverture sociale, tout se passe au mieux. Ce qui est bien, c'est que je reçois mes remboursements à temps. La généralisation de la couverture sanitaire à tous vient avec son lot d'avantages, surtout pour une certaine frange de la société. Le remboursement des frais médicaux avoisine les 70%. Depuis le lancement de ce chantier royal, les citoyens peuvent profiter d'un certain nombre d'avantages et de gratuité des frais. Cela concerne notamment les frais de dépistage du cancer. Les personnes qui souffrent de diabète peuvent aussi profiter de la gratuité pour certaines analyses. Lancé en 2021 déjà, le chantier reflète une grande solidarité efficiente. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre de bénéficiaires est passé pratiquement de 7 millions en 2021 à presque 23 millions aujourd'hui. Pour ce qui concerne en ce qui concerne la couverture médicale, ça concerne bien sûr les hospitalisations médicales et chirurgicales et bien sûr les soins ambulatoires, y compris les soins dentaires. Pour le remboursement, nous assurons pratiquement 70% pour l'ensemble des soins. Bien sûr, et 70 à 99% pour certains ALD. La généralisation de la couverture sanitaire, une protection sociale et un soutien aux catégories vulnérables. Un projet sociétal qui garantit l'accès effectif aux services sociaux et de santé et renforce les piliers du dispositif solidaire national. Le Bénin réitère son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et l'appui de son pays à l'initiative marocaine d'autonomie comme seule solution crédible et réaliste à la résolution du différend régional autour du Sahara marocain. Lors d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Boreta, son homologue béninois, Olusegun Adjadi Bakari, a fait savoir que dans le cadre de la révision de la carte diplomatique et consulaire, il plaiderait pour l'établissement par le Bénin d'un point de présence consulaire dans la ville de l'Aïoun au Sahara marocain. Nassar Boreta et son homologue béninois ont également souligné l'importance des relations bilatérales portées par la volonté de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son frère, le président béninois Patrice Talon. Et de son côté, l'Allemagne réitère sa position concernant la question du Sahara marocain également. Berlin qui considère le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc comme une base pour une solution acceptée par les deux parties. Une position réaffirmée à l'occasion de la 50e session des négociations intergouvernementales sur la coopération Maroc-Allemagne qui s'est tenue récemment, les 7 et les 8 de ce mois-ci, à Rabat.
C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Maroc-France, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltaf Hammouchi, a eu aujourd'hui à Rabat des entretiens avec le directeur général de la police nationale française, Frédéric Vaux, qui est en visite de travail dans le Royaume. Différentes questions sécuritaires et d'intérêt commun ont été au cœur de ces entretiens. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les mécanismes de coopération entre les deux pays dans divers domaines, sécuritaires notamment, le trafic de drogue et de psychotropes, l'immigration clandestine, la menace terroriste, les dangers de la cybercriminalité et la criminalité transnationale. Les deux parties ont également convenu de préparer prochainement une visite similaire du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire à Paris en vue de renforcer les domaines de coopération sécuritaire bilatérale et de diversifier également les niveaux et les formes de cette coopération. Renforcement des droits et l'autonomisation économique des femmes, un chemin que le Maroc a fait sien depuis plusieurs années, comme vous le savez, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. D'innombrables acquis ont été enregistrés et le Maroc continue sa marche pour la promotion et la consolidation des droits des femmes, avec notamment la révision du Code de la famille, un chantier social ambitieux mis en avant par le Maroc à Genève lors de la réunion de haut niveau commémorant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur place, Abdelali Gnouni, Siham Boukhlifi, avec un commentaire de Zakaria. À Genève, le Maroc présente les efforts déployés pour renforcer les droits et l'autonomisation économique des femmes. Un engagement national qui se décline en 3 axes. D'abord, la promotion des droits de la femme à travers la révision du cadre juridique. Ensuite, la généralisation de la protection sociale. Et enfin, la transition vers une économie verte pour faire face aux effets du changement climatique. Le Royaume a présenté une contribution importante à ces travaux à travers les exposés sur les droits des femmes, les droits environnementaux et également l'élargissement des libertés dans notre pays. Le Maroc s'est engagé pleinement dans la célébration de cette 75 tout au long de l'année 2023. Et plus précisément par l'organisation de 2 événements majeurs. Le premier est sur la question de la prévention contre la torture, organisé à l'Institut de police de Knitra. Le deuxième événement majeur dans cette célébration, c'est le lancement du plan arabe en matière d'éducation aux droits de l'homme, qui a été lancé le 5 et le 6 à Tanger. Autre axe présenté par le Royaume, un engagement commun avec le Paraguay et le Portugal pour œuvrer à faciliter l'institutionnalisation de la coopération, du dialogue et de l'échange d'expertise. Des échanges avec d'autres pays sont initiés pour le renforcement de l'interaction des États avec le système international des droits de l'homme. J'ai pris connaissance des réformes juridiques qui ont lieu au Maroc. Nous aussi en Jordanie, cherchons à développer et moderniser notre arsenal juridique. C'est pourquoi ces échanges sont fructueux. Cet événement international de haut niveau est organisé en célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il vise à concevoir une vision des droits de l'homme pour les 25 prochaines années et à mettre en valeur les acquis obtenus dans la protection des droits de l'homme. Et intéressons-nous à présent au PLF 2024. Il a été adopté il y a quelques jours à la majorité en 2e lecture lors d'une séance plénière présidée par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants. Le PLF 2024 a reçu l'aval de 87 députés, rappelons-le, et l'opposition de 31 autres, sans aucune abstention. Les amendements ont porté essentiellement sur la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, qui sera menée selon une démarche progressive durant la période 2024-2026. L'IS, l'impôt sur les sociétés, l'IR, l'impôt sur le revenu, les mesures douanières, ainsi que sur d'autres mesures relatives à la révision des dispositions concernant l'aide de l'État pour soutenir le logement et renforcer les ressources financières allouées au fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale.
Et pour en parler plus longuement avec nous sur le plateau, professeur Zakaria Ferrano, professeur en économie à l'université Mohamed V à Rabat. Professeur Ferrano, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'à la lumière des défis qui s'imposent, que ce soit sur la scène internationale ou alors nationale, est-ce qu'on peut dire que ce PLF 2024 est en adéquation avec les défis qui s'imposent, notamment les défis sociaux et les objectifs stratégiques qui sont tracés jusqu'ici par le Maroc? Tout à fait. Si on reprend un peu la note d'introduction, ou la note qui a été présentée par la ministre des Finances, on est tous devant une loi de finances qui a un caractère social. Ça veut dire il met les jalons et les fondements de ce qu'on appelle un État social. Certainement, il y avait une axation, je dirais, un focus sur quelques réformes centrales que connaît le Maroc aujourd'hui, que ce soit les réformes sociales, que ce soit aussi la couverture qui sera accordée à la région qui a été touchée par le séisme. Il y a également le volet qui est lié à tout ce qui est de la problématique de l'eau, et il y a aussi tout ce qui est en lien avec rétablir ce qu'on appelle les conditions macroéconomiques que connaissait le Maroc pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle les équilibres macroéconomiques fondamentaux qu'on avait avant la Covid-19. Et donc, si on regarde globalement la loi de finances 2024, on va voir que globalement, c'est une loi de finances qui répond à la logique sociale qui est attendue pour pouvoir mettre en avant, je dirais, l'État social auquel, je pense, le souverain, notre auguste souverain, le roi Mohamed VI, il a tendance à mettre en place tous les fondamentaux pour pouvoir arriver à cette couverture globale de toute la population par rapport à toutes les réformes de la protection sociale. Maintenant, sur le plan... Voilà, allez-y. Sur le plan technique, je dirais que globalement, la loi de finances, elle a vu des amendements, si on rentre un peu dans ce qui s'est passé au niveau du Parlement. Les amendements, ils avaient un caractère très économique. Ça veut dire on a focusé les réformes, je dirais les amendements qui ont été proposés, que ce soit par la première chambre ou par la deuxième chambre, même s'il y a une grande différence entre les deux. C'était axé uniquement sur la TVA, sur la taxe, sur la valeur ajoutée, sur l'impôt sur les sociétés. On va revenir sur le régime social, mais tout d'abord, restons dans cette veine sociale que vous avez soulignée en début de votre réponse à la question. Il y a aussi la réaffectation de crédits par rapport à plusieurs programmes sociaux comme Taysir, comme 1 million de cartables et le fonds de soutien aux veuves. Ça aussi, tout à fait, oui. Important à souligner. Ça aussi, c'est un caractère social. Ce qui est le plus important dans la loi de finances, c'est que tous les établissements, ou tous les départements qui sont en relation avec la question sociale ont vu leur budget augmenter. On parle du ministère de l'Éducation, on parle aussi du ministère de la Santé, on parle aussi, vous avez parlé un peu des programmes qui visent les populations précaires en matière d'éducation, en matière de soutien à la scolarité. Tout ça, ça a été augmenté. Nous avons des augmentations qui étaient colossales au niveau de la loi de finances. Voilà, de l'État social. C'est ça, c'est ce que j'ai dit au préalable. Il y a également un effort investissement qui est très important. On est passé à 350 milliards d'investissements qui sont à déployer pendant l'année 2024, ce qui veut dire que à la fois nous avons les jalons de l'État social, mais également nous avons un effort d'investissement qui permettra de générer la croissance dans les années qui vont venir. Et ça, c'est très important parce que pour asseoir une certaine solidité et pérennité du régime social et de l'État social qu'on veut, il faut avoir une croissance qui va de pair avec ce régime social. Et donc là, l'investissement, ou ce taux d'investissement qui a augmenté à peu près de 50 milliards de plus, il va permettre au Maroc de générer de la croissance supplémentaire et générer de l'emploi supplémentaire, pas uniquement sur l'année qui va venir, mais aussi sur les 5 à 10 ans qui vont venir. Il y a également, c'est ce qui est très important, c'est que dans les amendements, et je pense qu'on va rentrer dans ça en détail, c'est que dans les amendements, on essaie aussi, et ça a été fait au niveau de la deuxième chambre des conseillers, on a essayé de préserver un peu le pouvoir d'achat par rapport à la polémique qui était en train de se mettre en place par rapport à la taxe sur la valeur ajoutée. Je pense que on va y revenir, le régime social, mais tout d'abord, je voulais clôturer le volet social. On parle de plusieurs projets ambitieux, mais comment l'État peut-il renforcer ou alors maintenir cet équilibre entre ces engagements, les engagements qui sont pris et les capacités de financement? Je pense que la solution a été déployée au niveau de la loi de finances 2024, c'est à travers ce qu'on appelle les financements innovants. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que le gouvernement, je pense à commencer il y a 2 ans ou 3 ans, on parle de financements innovants. Ces financements innovants, ils ont permis au gouvernement de pouvoir trouver des sources de financement qui sont, je dirais, innovateur par rapport aux sources de financement classiques. On parle de l'impôt, on parle des sources de financement qui sont les emprunts à l'international ou les prêts à l'international. Et également, aujourd'hui, nous avons des financements qui sont innovants qui permettent, en 2024, d'asseoir à peu près plus de 25 milliards de dirhams supplémentaires pour le budget de l'État pour pouvoir financer ce qu'on appelle aujourd'hui les réformes sociales. Et je pense que, également, nous avons une autre source de financement. Le Maroc jouit d'une certaine notoriété à l'international. Nous avons un spread en termes de taux d'intérêt qui est très bas. Nous avons la confiance des investisseurs à l'international, ce
qui va nous permettre de chercher un financement supplémentaire. Ça a été, je pense, chiffré au niveau de la loi de finances, un financement qui va aux alentours de 120 milliards de dirhams. Ce qui veut dire que le gouvernement, il atteste, il confirme que d'ici 2026, il a toute la pérennité pour pouvoir mettre en place les réformes en matière sociale et asseoir l'État social avec une pérennité, avec une solvabilité et aussi avec une soutenabilité budgétaire. Et ce qui atteste ceci, c'est que les prévisions qui ont été communiquées au niveau de la loi de finances attestent que le déficit budgétaire sera maîtrisé aux alentours de 4%, ce qui est un indicateur très favorable par rapport à l'équilibre. Comment réduire les déficits budgétaires, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des financements innovants. Ça veut dire aujourd'hui, on utilise des mécanismes, je parle directement des mécanismes comme les OPCI pour pouvoir chercher à rendre liquides les investissements de l'État et trouver un certain mécanisme de rendre plus liquide, ou je dirais un refinancement des besoins de l'État à travers le patrimoine de l'État. C'est ce qu'on appelle les financements innovants. Et jusque-là, ça a permis ça a permis au gouvernement d'avoir des sources de financement supplémentaires, ce qui a permis de faire passer le déficit public de 7%, qui était une situation alarmante, je pense, en 2021, qui peut être expliquée par la situation Covid, ou aussi par la situation inflationniste en 2022. Mais aujourd'hui, on est en train d'aller vers un taux de déficit public qui est maîtrisable, qui est vraiment louable, c'est au niveau de 4%. Si on arrive également avec un taux d'inflation de 2,9 à la fin de 2024, ça sera les équilibres macroéconomiques qui ont été maîtrisés. Rappelons-le que même aussi en termes de dette publique, on est aux alentours de 70% si je parle de la dette du Trésor, ce qui est un niveau acceptable au niveau international et qui est acceptable aussi par les normes qui sont, je dirais, acceptées au niveau international, que ce soit au niveau du AMF, ça veut dire le FMI, ou aussi au niveau de la Banque mondiale. On va revenir à présent sur le régime social. Vous l'avez mis en avant de manière brève. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec le PLF 2024, on est avec un budget qui s'aligne avec les recommandations des assises de la fiscalité de Skhairat de 2019? Est-ce qu'on va vers un régime fiscal plus incitatif, plus transparent et en convergence avec les politiques publiques, Monsieur Ferrano? Je dirais, premièrement, il faut clarifier le choix. Le choix du gouvernement était un choix séquentiel, ça veut dire graduel. Il a commencé avec, progressif. Il a commencé avec l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, c'est ce qui a été fait en 2023. Il est passé aujourd'hui vers une réforme graduelle de la taxe sur la valeur ajoutée. Je pense l'année prochaine, ça a été déclaré, ça sera la réforme de l'IR. C'est une approche qui a été choisie, c'est un choix politique, on ne peut pas le discuter. Mais ce qui est très important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, je parle 2024, pour la TVA, on est en train de converger vers 2 taux. Et ça, c'était parmi les propositions des assises de Skhairat. Et donc ça, c'est favorable sur l'horizon de 2026. D'accord? Deuxième élément très important, c'est que je pense qu'il y a aussi un effort à faire au niveau de la taxe sur la fiscalité locale, parce que dans les assises de Skhairat, il n'y avait pas uniquement la TVA, il y avait aussi la problématique de la fiscalité locale. Je pense que le gouvernement n'a pas encore touché cette question de fiscalité locale parce que on parle de entre 30 et 40 taxes qui sont au niveau local, et donc il faudra les unifier. Je pense que ça n'a pas fait l'objet de la loi de finances d'aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, le gouvernement a fait un choix graduel, séquentiel, étape par étape, et je pense que d'ici 2026, nous aurons une réforme de la fiscalité qui sera globale. Aujourd'hui, là où le bas blesse un peu, et je pense que ça a fait une polémique très importante, c'est l'IR, parce que les réformes qui ont été entamées, et effectivement, si je prends le plus précisément la question de la caisse de compensation, on a peur pour la classe moyenne, et donc ce qui veut dire que un peu la réforme de l'IR devient une urgence pour l'année 2025, et je pense que le gouvernement, il est très conscient et il a indiqué que cette réforme de l'IR va permettre de corriger s'il y a un problème par rapport au pouvoir d'achat de la classe moyenne, mais ça ne peut se faire qu'à partir de 2025. Et donc ce choix, c'est un choix politique, c'est un choix qui a été fait par le gouvernement, peut-être il a les arguments pour pouvoir justifier ça, mais d'ici 2026, ce qui est sûr, c'est que nous aurons effectivement l'implémentation de toute la réforme de la fiscalité, ce qui va permettre à l'État d'avoir des sources supplémentaires de financement, parce que ce qui est le plus important, c'est 2 éléments. Premièrement, avoir des sources de financement qui permettent d'élargir l'assiette fiscale, et deuxièmement, récupérer l'informel, parce que il est très important d'avoir un système fiscal qui sera incitatif, pas uniquement pour ceux qui travaillent dans le formel, et deuxièmement, pour ceux qui travaillent dans l'informel. Et également, ce qui est aussi très important, c'est que pour avoir cette réforme fiscale globale, il faut que la pression ne soit pas cristallisée uniquement vers des contribuables particuliers, et je parle ici particulièrement de l'IR. Très bien. Est-ce qu'on peut dire, puisque vous avez évoqué le pouvoir d'achat de manière très brève, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises dans cette loi de finances pour justement maintenir le pouvoir d'achat dans un contexte difficile,
Premièrement, c'est que la première mesure, c'est qu'on a maintenu la caisse de compensation. Donc, il y aura une réforme de ce qu'on appelle le produit énergétique, le gaz, mais ça sera une réforme qui sera étalée sur plusieurs années. Et donc, maintenir la caisse de compensation, ça permet aussi de couvrir à la fois le sucre, le blé. Je parle du blé, le blé blanc, ça veut dire le blé farine, et aussi nous avons toujours une couverture qui est là pour ce qu'on appelle le gaz, et donc qui permet, je dirais, c'est des stabilisateurs économiques qui permettent un peu de réduire la pression sur le pouvoir d'achat. Il y a également dans la loi de finances, nous avons je dirais pas corrigé, mais il y a des amendements qui ont été proposés pour maintenir la taxe sur la valeur ajoutée sur quelques produits qui faisaient la polémique. Je parle de l'énergie, je parle aussi des produits qui sont liés... Il y a la TVA pour l'énergie électrique qui est passée de 14 à 16, non? Non, l'amendement a été fait à l'inverse au niveau de la deuxième chambre des conseillers. Oui, ça a passé au niveau de la première chambre, mais au niveau de la deuxième chambre, on est reculé, on est revenu à 10% d'après les derniers amendements de la chambre des conseillers. Donc il y a des réformes qui ont été revues en termes d'amendement au niveau de la deuxième chambre des conseillers, ce qui a permis un peu de donner cette atténuation de ce qu'on appelle l'évolution ou la dégradation du pouvoir d'achat à travers la TVA. Et donc finalement, on arrive à une certaine loi de finances où nous trouvons plusieurs mécanismes qui permettent de couvrir en partie, le pouvoir d'achat des ménages. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on attend la réforme de l'IR pour 2025 pour qu'il y ait vraiment une couverture réelle par rapport au pouvoir d'achat et surtout de la classe moyenne. Et quid des mécanismes de financement et de soutien aux PME et aux start-up? Mais très brièvement, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Pour le financement, je pense que j'ai dit tout à l'heure, je dis dans l'introduction, c'est que la plupart des réformes ou les amendements qui ont été proposés, ils sont aux alentours de 97 amendements, ils sont en globalité, plus de 80%, c'est des amendements économiques, ça veut dire qu'ils touchent que ce soit l'IS, que ce soit aussi l'IR, que ce soit la TVA. Et donc la PME et aussi pour les petites et moyennes entreprises, ils ont bénéficié par rapport à plusieurs réductions et surtout au niveau de la deuxième chambre des conseillers. Et ce qui est vraiment à signaler aujourd'hui, c'est très important, c'est que les amendements qui ont été acceptés au niveau de la chambre des conseillers, ils sont aux alentours de 74 à peu près, ils dépassent de 3 fois ce qui a été proposé au niveau de la première chambre. Ce qui veut dire que les réformes, que les amendements, ils avaient un caractère économique pour renforcer à la fois la très petite et moyenne entreprise, pour couvrir le pouvoir d'achat des ménages et aussi permettre à l'économie de se relancer à travers les mécanismes d'investissement qui sont proposés par le gouvernement. Merci beaucoup, professeur Zakaria Ferrano, professeur en économie à l'université Mohamed V de Rabat. Merci. Actualité internationale, pas de répit pour les raids aériens d'Israël contre la bande de Gaza. L'intensification des violences a transformé Gaza en un enfer sur terre. Ce sont les mots de Philippe Lazzarini, le patron de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU. Les gens sont partout, vivent dans la rue, manquant de tout, a-t-il encore affirmé. À Rafah, où des centaines de tentes ont été montées à la hâte, les civils peinent à trouver de l'eau et de la nourriture. Le ministère de la Santé palestinien a accusé aujourd'hui l'armée israélienne d'avoir lancé un nouvel assaut contre un hôpital au nord de la bande de Gaza. Depuis le début de l'escalade de violence dans la région, plus de 18 000 civils palestiniens ont péri, majoritairement des femmes et des enfants. En ce dernier jour des travaux de la COP28 de Dubaï, le secrétaire général de l'ONU appelle les pays participants à un maximum de flexibilité pour éviter une immense déception et conclure un accord pour l'élimination progressive des combustibles fossiles. Nous sommes dans une course contre la montre, a tonné Antonio Guterres. Les pays riches doivent donner l'exemple et aider les plus pauvres à financer leurs centrales solaires ou l'électrification de leurs entreprises, a-t-il précisé. Et pendant ce temps, les effets du changement climatique sont perceptibles dans le monde, en particulier aux États-Unis, dans le Tennessee, plus précisément. Une tornade a fait hier au moins 6 morts. Les intempéries ont gravement endommagé plusieurs structures et des maisons. Elles ont même abattu des centaines d'arbres et brisé des lignes électriques dans leur sillage, rappelant que dans le Middle Tennessee, aucune tornade n'avait été recensée depuis une décennie déjà. Retour chez nous, mise en échec hier d'une opération de trafic international de drogue dure via le port Tanger Med, ce qui a permis la saisie d'un total de plus de 200
kg de cocaïne. L'opération a été menée par les éléments de l'Office national de lutte contre le trafic de drogue, relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire. La saisie a été faite dans un conteneur à bord d'un navire de transport battant pavillon d'un pays européen en provenance de l'un des ports brésiliens et à destination du port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Les opérations de fouilles effectuées ont également permis la saisie de 5 puces électroniques de géolocalisation par GPS reliées au sac de cocaïne, outre la constatation de la non-conformité des scellés du conteneur aux documents et aux papiers des marchandises et qu'ils contiennent. Cette opération sécuritaire a été menée en coordination avec l'agence américaine antidrogue dans le cadre de la coopération opérationnelle avec les autorités américaines pour la lutte contre le trafic international de cocaïne et la neutralisation également des dangers et des menaces des réseaux du crime organisé transfrontalier. C'est ce qu'indique la Direction générale de la Sûreté nationale dans un communiqué. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.